Un seul mot, délulu. Et derrière ce mot qui sonne comme une blague entre ados, il y a une vraie base scientifique, sérieuse, mesurée en laboratoire. Et ça, on te le garde pour la suite. Salut, c'est Julien et Samir, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te parle d'un mot que tu utilises peut-être déjà sans savoir vraiment d'où est-ce qu'il vient. C'est le terme délulu. Exactement Julien, et en fait, toi qui nous écoutes, avec quoi tu vas repartir aujourd'hui? En fait, tu vas comprendre pourquoi ce mot marche parfois, mais pourquoi, dans d'autres cas, il est destructeur. Et surtout, comment faire la différence avant qu'il soit trop tard pour toi. Mais avant ça, laisse-moi te poser une petite question à laquelle on va pas répondre tout de suite, tu nous connais, on ira voir ça plus tard, mais est-ce que croire dur à quelque chose de faux peut vraiment t'aider à le rendre vrai? Ou est-ce que ça te fait juste vivre au pays des bisounours et des licornes? Alors avant de rentrer dans la théorie, on a eu envie de commencer par du concret, parce qu'un mot comme délulu, tant que tu le laisses flotter un peu comme ça, il dit rien de vraiment très intéressant ou très juste à propos de toi et de ton utilisation de ce mot-là. En fait, c'est quand tu le poses sur une situation réelle, une vraie personne, que là, ce terme délulu, qui n'est pas du tout scientifique, d'accord, mais que ce terme devient alors intéressant. Parce qu'en fait, il commence par devenir une histoire vraie. Je te donne un exemple. Tu as peut-être déjà vécu dans ta vie cette expérience où tu t'imagines quelque chose, une scène en particulier, et tu te l'imagines, tu y penses, tu réfléchis, sans t'en rendre compte, tu prends des décisions, tu fais des choix, tu poses des actions, mais peu importe, tu as cette idée-là que tu as en tête, et un jour, ça fonctionne. Un jour, c'est là, un jour, ça se réalise. Alors peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, en fait, j'y ai cru tellement fort que ça a fini par se produire. Bon, la réalité, c'est que tu y as pensé très très fort, mais surtout, il s'est passé autre chose en complément à côté, et ça, tu vas le découvrir pendant ce podcast. Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu as déjà vécu ça aussi. Tu as pensé très fort à quelque chose en pensant que ça allait se passer, et au final, il n'y a rien eu. Justement, pour avancer un peu plus dans le podcast, en fait, il se trouve que, Julien, ce que tu viens de raconter, en 2026, ça porte un nom. Et il n'y a qu'un seul mot pour décrire ça, c'est délulu. Et ce mot, il a complètement changé de sens dans la bouche des gens, selon la bouche de la personne qui le prononce. En fait, tu l'entends entre potes, sur un ton léger, du genre quasiment presque affectueux. Je suis complètement délulu sur ce mec. Ou encore, je sais que c'est perdu d'avance, mais je reste délulu. Là, c'est de l'autodérision. Une manière douce de se moquer de son propre espoir. Mais tu l'entends aussi ailleurs, sur un tout autre registre, dans le développement personnel, par exemple, dans le coaching business, dans les vidéos de manifestation. Là, délulu, ça devient presque un ordre. Sois délulu. Manifeste ta réalité, Julien. Tu sais à quel point on adore ces mots-là. Mais absolument, manifeste les millions de dollars sur ton compte en banque qui vont arriver demain. Tu vas pouvoir garder les doigts collés au cul et tout va rentrer dans ton compte en banque tout seul. Il n'y a rien à faire, juste de la manifestation. Exactement, exactement. Juste manifeste et puis c'est tout, quoi. Et donc voilà, ou encore d'autres choses comme agis comme si c'était déjà vrai. Mais le truc, c'est qu'il n'y a plus aucune ironie là. C'est présenté comme une méthode, c'est quasiment presque une philosophie de vie, c'est quasiment même mystique. Le même mot, il est employé d'un côté pour se moquer gentiment et puis de l'autre côté, en fait, pour arnaquer les autres. Et ça, en fait, une fois que tu es averti, tu commences à le voir partout. Tu le vois sur les murs Pinterest de vision board, tu le vois sur les posts parfois où c'est marqué Future Me avec une photo de manoir et de voitures de luxe. Tu le vois dans les stories Instagram où les gens ils écrivent manifestation en cours à côté d'un chiffre de salaire complètement hors de portée pour l'instant. Il y a même des comptes entiers qui sont dédiés à ça, d'accord? Et qui postent chaque jour des affirmations à répéter comme si le seul fait de répéter ces choses-là, ça pouvait suffire à changer la trajectoire d'une vie. Julien, quand j'étais gamin, je pensais très fort à devenir Superman, mais apparemment, j'ai ni sa gueule, ni sa carrure, ni sa force. C'est parce que t'as pas visualisé la bonne chose. T'as pas su manifester, Samir. Sûrement, T'as pas Julien, su manifester. sûrement. C'est parce que t'as pas le gène français, c'est pour ça, tu sais pas manifester. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, c'est moi qui prends, c'est moi le français là. Alors,
En fait, quand on prend ça aussi, c'est que on peut faire comme deux catégories. C'est presque un test de personnalité à une échelle collective. Selon la manière dont tu t'en sers, bah, il va te ranger dans une case ou une autre. En fait, soit tu es une personne qui rêve avec les pieds sur terre et un peu d'humour, soit tu es quelqu'un qui a arrêté de distinguer ses envies de la réalité. Et tu sais, parfois la frontière entre les deux, elle est beaucoup plus fine qu'on aimerait le croire. Et le truc, c'est que vraiment, quand tu regardes ça de l'extérieur, ces deux usages, en apparence, qui peuvent sembler être opposés, eh ben en fait, ils partent exactement du même point. Le besoin de se raconter une histoire plus supportable que la réalité qui nous entoure. La seule différence, c'est ce qu'on fait de cette histoire après. Est-ce que ça reste juste le petit clin d'œil entre potes et on sait qu'on est en train de plaisanter et on exagère le trait de quelque chose, ou alors est-ce que ça devient un socle sur lequel on va construire des décisions concrètes sans jamais questionner tout ça? Et c'est exactement ça, Julien. C'est là que ça devient risqué. Parce que tant que c'est une blague assumée, bah, personne se fait vraiment du mal. Le problème, c'est quand quelqu'un commence à prendre des décisions réelles, arrêter un travail, plaquer une formation, couper les ponts avec des proches qui n'y croient pas assez, en s'appuyant uniquement sur une croyance qui n'a jamais été vérifiée. Là, c'est plus un mot rigolo sur les réseaux. C'est un mode de fonctionnement qui engage toute ta vie. Et c'est précisément le genre d'enjeu qu'on veut poser aujourd'hui, qu'on veut mettre en lumière, avant même de rentrer dans la théorie. Parce qu'en fait, ce mot-là, délulu, en soi, il est ni bon ni mauvais. D'accord? Les mots ne sont pas dangereux en soi. C'est comment est-ce qu'on les utilise et dans quel contexte. C'est un outil. Un peu comme tout outil, si tu veux, bah, il peut construire une maison, par exemple, ou alors il peut défoncer un mur porteur. Ça va dépendre de la main qui tient l'outil, et surtout de ce qu'on va décider de faire avec une fois que bah, il va être engagé, qu'il va être activé. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, et probablement ce qui t'intéresse toi aussi qui nous écoute, c'est que on a un mot ici qui traverse des registres assez différents, et en fait, il traverse ces registres-là dans un temps, en fait, qui est très très court. Ce mot-là, son utilisation, ça montre qu'il touche quelque chose qui est plus profond qu'une simple blague qu'on fait à un moment donné. En fait, ce qu'on observe de manière générale dans la société, et chez les jeunes aujourd'hui, qui peut parfois nous faire dire mais ils sont bêtes, ils sont stupides, ils comprennent rien, ils vivent dans un autre monde, bah en fait c'est aussi pour probablement combler un vide. Ils donnent un nom à un besoin qu'on n'arrivait pas encore à nommer. Et ce vide-là, bah, si on le regarde en face, bah, ça va nous donner des informations précieuses. Et ça, on va te revenir dessus un petit peu plus loin. Alors, ici, pour pas se perdre, il y a bien plus en jeu que juste un mot rigolo à la mode qui changera peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. C'est la manière dont toute une génération se raconte son propre avenir. Et selon comment on s'en sert, eh ben ce même mécanisme mental peut changer littéralement la trajectoire que tu vas prendre dans un sens comme dans l'autre. C'est tout sauf être neutre. C'est pas juste un hashtag. Bon, Julien, je vais faire un peu l'avocat du diable 2 secondes, d'accord? Je vais faire ma petite carène. Désolé pour les carènes, d'accord? C'est comme ça qu'on les appelle ici. Parce que justement, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui nous regardent avec un sourcil levé. Et des Lulu, manifestation, c'est pas juste de la pensée magique, d'accord? C'est un truc qui fait du bien sur le moment, mais qui en réalité n'est que du vent. Eh ben Samir, c'est une excellente question. Il fallait la poser. Et la réponse, toi qui nous écoutes, ça va sûrement te surprendre. Parce que non, en fait, c'est pas juste du vent, il existe une vraie base scientifique, sérieuse, mesurée en laboratoire, qui montre en fait qu'une croyance mentale peut produire un effet réel et vérifiable. Alors, on va y revenir en détail avec une étude et puis bah, le protocole qui va avec. Comme ça, tu pourras même le reproduire. Mais avant ça, il faut encore poser une autre pièce du puzzle. Avant qu'on aille plus loin, en fait, je te pose une question, à toi qui nous écoutes honnêtement. Est-ce qu'il y a là maintenant une croyance que tu portes depuis un moment sur toi, sur ta vie, sur ce que tu vas devenir, et que tu répètes presque comme un mantra tous les jours, sans jamais vraiment la confronter à quoi que ce soit de concret? Juste garde ça en tête parce qu'on va revenir dessus plusieurs fois dans l'épisode. Et à la fin, tu sauras exactement qu'est-ce que tu pourras en faire. Bah moi, tous les jours, je me dis que je vais gagner au loto, mais je vais jamais jouer. Ah bah tu vois,
Super, une superbe idée. Continue comme ça, mon grand. On est sur la bonne lancée. Donc, pourquoi finalement ce mot-là précisément? Pourquoi est-ce que ça explose maintenant et particulièrement chez cette génération? Alors, ça serait facile de dire, bah, c'est juste les jeunes, leurs réseaux sociaux, leurs machins, leurs trucs. Mais ça serait passé à côté en fait de quelque chose qui est vachement plus important parce qu'il y a une vraie raison. En fait, il y a des éléments qui sont appuyés par des recherches. Et ça n'a rien à voir avec de la paresse ou de la superficialité qu'on prête souvent d'ailleurs à cette génération. Mais on va se donner le temps d'y arriver parce que tout ça, ça va faire plus de sens une fois qu'on t'aura donné les bonnes infos. Et crois-moi, toi qui nous écoutes, quand tu vas l'entendre, tu vas plus jamais regarder ce mot de la même manière. On y arrive bientôt, d'accord? Promis, reste avec nous jusqu'à la fin. Mais avant, il faut poser d'où il vient vraiment ce mot. Et ce que la science dit sur ce mécanisme-là, bah, je vais te demander de t'accrocher parce que ça va très loin. Alors On pour pr- comprendre d'où vient vraiment le délulu, faut remonter à 2013-2014. Le mot, il apparaît sur un forum de fans de K-pop qui s'appelle One Hallyu. Sur ce forum, les fans l'utilisaient déjà avec une pointe d'autodérision entre elles pour se chambrer un petit peu. Attention, tu deviens des Lulu. Ça décrivait une fan en relation, ce qu'on appelle en psychologie une relation parasociale, délirante avec une idole. C'est-à-dire, en fait, une croyance affective forte, sans aucune base réelle, envers quelqu'un qui ne la connaît même pas. C'était la conviction qu'elle allait finir avec son idole ou que l'idole l'aimait en secret. Et juste comme ça, hein, une relation parasociale, concrètement, c'est quoi? Juste en un seul mot, d'accord? C'est un lien affectif à sens unique. Toi, tu connais cette personne, tu la vois chaque semaine, tu ressens un vrai lien avec elle, mais elle, de son côté, bah, elle t'ignore complètement, pas parce qu'elle ne veut pas te parler, mais juste parce qu'elle n'est même pas au courant que tu existes. Et ce concept, il a été théorisé bien avant le phénomène des Lulu, en 1956, par deux chercheurs, Horton et Wall. À l'époque, en fait, ils parlaient de la télévision et de la radio, du lien qu'on tisse avec un présentateur ou un acteur qu'on voit chaque semaine sans jamais le croiser. C'est un peu comme écrire des lettres à quelqu'un qui n'a jamais ouvert sa boîte aux lettres. Toi, tu as l'impression d'une vraie correspondance, mais de l'autre côté, il n'y a personne qui te répond, parce qu'en fait, personne ne sait que tu existes. Et l'important à retenir dans cette période-là, entre 2013 et 2022, c'est qu'à l'intérieur du fandom, ce mot désigne un défaut. Un truc qu'on se reproche entre fans, jamais une qualité qu'on revendique haut et fort. Être délulu, c'est perdre pied, c'est pas quelque chose dont on pourrait en fait être fier. Exactement. Et en fait, ces communautés de fans, ils inventent tout le temps des nouveaux mots pour se décrire eux-mêmes. En fait, souvent, avec beaucoup d'autodérision. Elles savent très bien qu'elles ne sont pas dans l'excès et elles s'en moquent les premières. Des Lulu, à l'origine, c'était un moyen de dire, par exemple, attention, tu dérives. Une manière de se surveiller mutuellement et pas de se glorifier. Et c'est là, en fait, que tout bascule en 2023. TikTok lance un mantra qui va tout retourner. Des Lulu is de Solulu. Exactement, Julien. La délusion, c'est la solution. Et d'un coup, bah, le même mot qui décrivait un défaut, bah, il devient une posture de confiance qu'on assume à fond. Les gens, ils commencent à le dire fièrement, en légende de leur post, dans leur story, sous forme de hashtag, comme une espèce de mode de vie. Et toi qui nous écoutes, tu vois le truc, tu vois le shift qu'il y a eu. En fait, on passe de j'ai un problème à j'ai trouvé la solution, avec exactement le même mot. C'est pas un truc de 2 semaines qui disparaît au final, c'est pas une petite tendance comme beaucoup de tendances qui existent en fait, comme beaucoup de trends. La preuve, c'est qu'en août 2025, dès Lulu, il entre officiellement au Cambridge Dictionary, dans un lot de plus de 6000 nouveaux mots, à côté de Skibidi et de Tradwife, donc les femmes traditionnelles. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'un dictionnaire de référence comme celui-ci, bah, il valide pas un mot à la légère. Quand il rentre dedans, bah, c'est le signe qu'il a arrêté d'être un phénomène de niche entre ados connectés. Il est rentré dans la langue, pour de vrai, avec le même statut que n'importe quel autre mot du quotidien. Oui, et ce qui s'est passé là en 2023, il s'inscrit pas dans le vide non plus. En fait, ça fait des années que la culture de la manifestation
bien avant que le mot délulu prenne cette tournure. D'accord, cette culture-là, c'est l'idée qu'on peut attirer ce qu'on désire en y pensant très 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 fort. Mais force pas trop non plus parce que sinon tu vas avoir des dégâts. En Mm. l'écrivant, en se comportant comme si c'était déjà là. Delulu is the Solulu, c'est presque une version plus cash, plus ironique et plus consciente d'elle-même. Tu sais que le courant qu'il y a eu à un moment donné avec, je crois qu'elle s'appelait Rhonda Rhonda Byrne, je ne sais plus, Je sais je me plus, souviens ouais. plus de son nom, celle qui était à l'origine du livre The Secret, Le Secret, qui avait fait Mhm. un tabac pas possible, et puis tout le monde se mettait à se dire mais oui, mais c'est le secret, mais oui, la visualisation, mais oui, je vais manifester. Et en fait, ça n'est que le même phénomène qui se reproduit à nouveau avec un nouveau terme. C'est juste le ton en fait qui a changé en arrière. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que c'est là que ça devient piégeux, parce que présenté avec ce ton léger, un peu drôle, un peu second degré, ben en fait, on baisse notre garde. On se dit c'est juste un délire. Alors qu'en fait, il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre et qui organisent en fait des parties entières de leur vie autour de ça. Et si on revient ici sur le fait que ce mot-là est rentré dans le dictionnaire, bah, c'est de comprendre que ça prend du temps en général. D'accord, ça demande plusieurs années d'un usage qui est soutenu et stable avant qu'un mot soit vraiment retenu. D'accord, c'est pas un comité qui se réveille une fois par an et qui se dit tiens, on va valider le mot parce que en fait ça fait le buzz ce mois-ci. Non, c'est une observation de la langue qui est réellement parlée sur la durée et de voir la place que ça prend. Donc quand Delulu y entre en 2025, ça confirme que l'usage, bah en fait, c'est vraiment installé et que c'est pas juste un petit pic de popularité passager. Maintenant, une partie qui va peut-être te surprendre un peu plus encore, c'est qu'il existe une étude scientifique, et sérieuse, hein, publiée bien avant que Delulu existe et qui va montrer en fait que la croyance mentale seule peut produire un effet physique mesurable. Alors elle a été menée par une équipe de chercheurs, Ranganathan, Simiono, Liu, Sagal et Yu, à la Cleveland Clinic Foundation et a été publiée dans la revue Neuropsychologia en 2004. Alors le protocole est très simple, hein. Tu pourras même le reproduire si tu veux juste sur toi-même. C'est 30 volontaires, 12 semaines, 15 minutes par jour, 5 jours sur 7. Pendant toute cette durée, aucune des personnes qui a participé n'a soulevé le moindre poids. Il y avait un groupe qui s'imaginait contracter le petit doigt, mais sans le bouger, sans rien faire, juste s'imaginer, et un autre groupe qui s'imaginait en train de contracter le coude pour justement forcer au niveau des muscles qui sont autour. Un groupe témoin qui, lui, ne faisait rien du tout pendant 15 minutes. Et ça, bah, ce groupe témoin, il est là pour vérifier que l'effet venait bien de ce qu'on essayait de mesurer, c'est-à-dire la visualisation, et pas d'autre chose. Et puis, on a pris aussi un petit groupe qui, lui, s'est entraîné physiquement pour de vrai sur la même durée, pour les mêmes fonctions, histoire de comparer un peu. Et Julien, concrètement, ça donne quoi le fait de s'imaginer contracter le petit doigt? Genre, est-ce que c'est juste la personne, elle fermait les yeux et elle pensait très fort à bouger leurs doigts ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? Non, c'est exactement ça. T'es assis, t'as les yeux fermés et tu dois t'imaginer le plus intensément possible en train de forcer sur ce muscle précis, mais sans jamais le bouger réellement. Et le résultat, c'est que le groupe qui visualisait la contraction du petit doigt a gagné 35% de force. Le groupe qui visualisait la flexion du coude, 13,5%. Et attention, c'est hyper important de bien le comprendre ici, parce que le mécanisme qu'il y a derrière, c'est pas qu'il y a eu hypertrophie musculaire. D'accord, ça veut pas dire que le muscle il a gagné en volume, il n'a pas grossi d'un millimètre. Ce qui s'est renforcé, c'est le signal nerveux entre le cortex moteur et le muscle. Un peu comme si tu musclais pas la voiture, mais la route qui mène jusqu'à elle. Alors, bien sûr, l'entraînement physique reste supérieur pour prendre de la force. Le petit groupe entraîné pour de vrai a progressé davantage. Mais l'entraînement mental tout seul, sans bouger un cil, produit un effet qui est réel. Et ça, eh ben, c'est pas rien. La question que je voulais te poser aussi, c'est par rapport au groupe témoin. Celui qui faisait rien du tout, bah, il servait à quoi exactement dans cette étude? Eh ben, ça servait à vérifier que les gens qui visualisaient ne progressaient pas juste parce qu'ils avaient rejoint une étude et qu'ils se sentaient plus motivés en général ou parce que le temps passe ou que le corps change un peu tout seul.
C'est ce qu'on appelle un groupe de contrôle en recherche. L'idée, c'est d'avoir un point de comparaison neutre, et le fait que ce groupe-là n'ait quasiment rien gagné pendant que les groupes visualisaient, eux, ils progressaient nettement, ça renforce encore plus la solidité des résultats. Alors, c'est pas parfait, d'accord, comme aucune étude ne peut l'être. Il faudrait la réappliquer à grande échelle pour être vraiment catégorique. Mais le protocole en lui-même, il est bien carré, il est bien ficelé, et le résultat, il tient la route. Et ce mécanisme-là, Julien, c'est pas nouveau pour tout le monde au final. Parce que dans le sport de haut niveau, la visualisation mentale, ça fait des décennies qu'on l'utilise. Et on l'utilise dans plein de disciplines, que ce soit le golf, le ski, le basket, la gymnastique, la natation, les arts martiaux. Donc imagine, toi qui nous écoutes, un golfeur qui est debout devant son coup, les yeux fermés, et qui rejoue tout le geste dans sa tête avant même de toucher la balle. Un skieur en haut d'une descente qui refait le tracé entier dans sa tête, virage par virage, porte par porte, avant le départ. Et en fait, c'est pas de la pensée positive vague. En fait, c'est une répétition mentale précise du geste exact. C'est comme si, dans ta tête, tu commençais déjà à faire le travail. Tu commençais à préparer au final ton cerveau à tout ce qui allait suivre. Et les études qui comparent les deux approches, ils sont clairs là-dessus. Visualisation plus entraînement physique combiné, ça donne de meilleurs résultats que l'entraînement physique tout seul. Et ça, dans plusieurs disciplines étudiées. Donc, ce que des générations entières de sportifs font sérieusement, avec un protocole, avec un encadrement, avec une régularité, aujourd'hui, il y a des milliards de personnes qui le font aussi à leur échelle, en répétant un mantra sur les réseaux, sauf que personne ne leur a donné la notice. Et ce que je dis là, moi, je l'appliquais déjà, justement, Julien, avant d'être coach à l'époque, quand j'étais coach sportif dans mon club de taekwondo. J'accompagnais les gamins, justement, dans les compétitions et en fait, je les amenais quand ils étaient stressés, quand ils se disaient: «Je vais pas y arriver», juste à fermer les yeux, à respirer et à imaginer le combat. Et le truc, c'est que au moment d'être sur le ring, une partie du stress, il était parti. Ils avaient déjà imaginé le combat et ils avaient déjà commencé la lutte bien avant. Et le truc qui est bien dans cette comparaison, c'est que, tu vois, personne dans le sport de haut niveau ne dirait à un autre athlète: arrête de visualiser, en fait, contente-toi de t'entraîner sur le terrain. Les deux sont considérés comme complémentaires, presque indissociables, et à ce niveau-là, de performance, ça fait toute la différence. Le mental fait partie de l'entraînement au même titre que la préparation physique. C'est jamais l'un ou l'autre, mais toujours les deux ensemble. Ouais, et c'est ce qu'on essaie de te dire depuis le début de cette section, d'accord? C'est ce qu'on te répète depuis tout à l'heure et que tu veux pas intégrer. Non, je plaisante. Mais C'est tu genre vas le mec l'intégrer, oui. le mec qui s'énerve tout seul, tu sais, L'autre, il s'énerve, il jette le micro. Et en fait, le problème, c'est jamais la visualisation elle-même. Le problème, c'est de croire qu'elle suffit toute seule, sans rien d'autre à côté. Et ça, ça nous amène une croyance qu'on va venir déglinguer un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, garde bien en tête que si un effet est juste dans la tête, alors il compterait pas vraiment et ce serait pas vraiment sérieux. Mais on vient de voir que c'est faux. Alors, on va prendre le temps de vraiment déconstruire ça, d'accord? Parce que le truc, c'est qu'on t'a promis de répondre à une question qu'on a posée un peu plus tôt dans ce podcast. Pourquoi est-ce que ce mot, pourquoi maintenant dans cette génération, pour cette génération précisément? Samir, dis-nous tout. 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 Ok. Vous saurez tout. Donc, en fait, pour répondre à la question qu'on a laissée en suspens tout à l'heure, en suspens. Mais quelle tension, Samir, mais quel suspense. Donc voilà, pour répondre à la question qu'on a laissée en suspens tout à l'heure, celle du début de l'épisode, pourquoi est-ce que ce mot il explose précisément chez cette génération, précisément maintenant? En fait, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'est celui d'une psychométricienne, Justine Daniel Reyes, dans une conférence TEDx à l'ADMU. Son idée, c'est que Delulu n'est pas juste un caprice de génération qui a besoin de nouveaux mots pour s'amuser sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une réponse psychologique à un contexte qui est bien réel. La précarité économique, un marché du travail incertain, un avenir climatique fou. Quand le futur devient difficile à se représenter concrètement, quand tu regardes devant toi et que tu vois surtout du brouillard, se raconter une version de soi qui réussit, et même un peu exagérée, ça devient une manière de tenir debout aujourd'hui.
Et c'est pas un caprice de gamin gâté, encore une fois. C'est juste une réaction logique à un monde qui donne beaucoup moins de prise solide que celui de nos parents. Et concrètement, ça se traduit comment? Ben, en fait, tu regardes juste le contexte. L'emploi des jeunes diplômés qui devient plus précaire, l'accès au logement qui se complique, le coût de la vie qui grimpe plus vite que les salaires, et tu comprends rapidement qu'en fait, se projeter sérieusement dans 10 ans, c'est devenu quelque chose de presque impossible pour beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qui reste au final? Bah, quand la projection réaliste, elle te renvoie surtout à du flou et de l'angoisse, une projection assumée comme un peu exagérée, un peu délirante, mais qui te donne au moins une direction, de la certitude, ben, ça te permet de te raccrocher à quelque chose. Merci Samir pour ça. Et ça nous amène directement à la croyance dominante qu'on va venir déglinguer, comme je t'ai dit tout à l'heure. En fait, ce Déglinguer. qu'on entend absolument partout, dès qu'on parle de délulu, c'est soit c'est ridicule, c'est une connerie des ados sur les réseaux qu'il faut ignorer, soit c'est la solution miracle et il suffit d'y croire assez fort pour que ça finisse par arriver. Et ben en fait, ces deux positions-là, elles sont fausses. Toi qui nous écoutes, j'imagine que tu l'entends aussi dans la bouche des autres personnes, ces positions-là. En fait, tu as d'un côté l'oncle qui lève les yeux au ciel à table en disant arrête de rêver, sois réaliste. Et tu as à côté le compte Instagram qui te dit l'univers va te livrer ta vie de rêve, il suffit d'y croire. Et en Absolument, fait, il faut attendre que la lune soit en pute, c'est très important. Hein. Faut que ce soit aligné. Très très important. ok, merci Julien pour cette précision. Je t'en prie. Euh, et du coup, ben voilà, les deux, ils te donnent une réponse qui est toute faite, qui est confortable, qui t'évite de vraiment réfléchir à ta propre situation. Et le piège en fait de l'évasion ici, hein, concrètement, ça ressemble presque toujours à la même chose. Quelqu'un qui construit un beau tableau de vision magnifique, avec des affirmations qu'on relit tous les matins, qui se sent bien motivé, presque euphorique dans la foulée, et qui 6 mois plus tard se retrouve exactement au même endroit dans sa vie. Parce que aucun geste en fait concret n'a jamais suivi cette énergie mentale. Donc en fait, la croyance, elle a juste tourné en boucle fermée. Il n'y a jamais rien qui a été déposé de concret et forcément, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc en clair, c'est tu restes dans ta tête, tu fais tourner cette croyance-là, tu t'évades avec ça, donc ça t'éloigne un peu plus de ta réalité, tu fabriques un cas fictif de ta vie, puis après, bah, plus rien. Donc si on reprend ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, d'accord, l'idée c'est pas de te refaire toute une démonstration, ok, c'est qu'une croyance intense, elle a un effet réel, mesurable. On vient de le voir avec l'étude. Mais cet effet, il est toujours lié à un entraînement structuré et surtout répété. Jamais à une croyance qui est passive, lâchée comme ça une fois dans le vide et puis on la laisse là et on verra ce qui se passe demain. Et du coup, bah, en fait, là, on a quelque chose qui va être polarisé parce que ça dérange deux visions, en quelque sorte, alors qu'en réalité, bah, en fait, ils se trompent des deux côtés. C'est le problème de la polarité, de toute façon, très souvent. C'est que les deux côtés se trompent. En fait, il y a le camp de ceux qui balancent des lulus, c'est de la bêtise New Age, dès qu'ils entendent le mot, sans jamais aller regarder ce qu'il y a de sérieux là-dedans. Et eux, en fait, ils ratent complètement la partie scientifique dont on vient de parler. Et de l'autre côté, il y a l'autre camp, celui des comptes Instagram et des coachs qui vendent des lulus comme une solution magique. Crois-y et ça va arriver. Sans jamais parler de discipline, sans jamais parler d'efforts répétés, sans jamais mentionner qu'il faut un geste concret derrière, eux, ils prennent la moitié de la vérité et ils la vendent comme si c'était toute la vérité au final. Donc, les deux, ils se trompent, chacun à sa manière, et les deux, ils finissent par faire du mal aux gens qui les écoutent. Et honnêtement, toi qui nous écoutes, prends 2 secondes, là, maintenant. J'aimerais te demander, est-ce que tu te reconnais plutôt dans le camp de celui qui balaye tout ça d'un revers de la main, ou plutôt dans le deuxième, celui qui a peut-être déjà acheté une formation, manifeste ta vie de rêve, sans jamais qu'on te parle de discipline. Et encore une fois, je dis manifeste ta vie de rêve, je ne me moque pas de toi, c'est pas un jugement, d'accord? Il n'y a pas Si, de si, en fait, bonne... on juge, Samir, mais on juge Ouais. ceux qui te vendent la solution. Oui, c'est ça. On ne Ouais, ouais. juge pas ceux qui vont prendre cette solution parce qu'on Ouais, leur c'est ça que je vend la voulais dire. solution. Ouais. On leur dit mais oui, mais tu vas voir, ça va marcher, manifeste, pense-y très fort et ça va arriver dans ta vie. Et en fait, malheureusement, la plupart des gens qui vont prendre cette optique-là à un moment donné sont
pour souvent, d'accord, c'est pas une généralité, mais pour très souvent, ils sont dans une période de vie où ils se sentent déstabilisés, où ils se C'est sentent ça. pas en capacité d'eux, ils ont plus d'énergie, ils sont fatigués, ils sont peut-être déprimés, ils ont peut-être beaucoup d'inquiétudes, ils ont peut-être beaucoup de problèmes à gérer, et en fait, ils sont en train de leur vendre une solution qui n'existe pas, et surtout, ils leur donnent que la moitié de la méthode, comme tu le dis, mais ils ne font que multiplier les problématiques qui sont derrière. Donc c'est eux qu'on juge. Et puis alors là, Mhm. sans filtre. En tout cas, perso, j'ai pas de problème avec ça. Hein, mais pas ceux qui l'utilisent ou qui pensent que ça va pouvoir les aider parce qu'ils ont adhéré à un discours. Ouais, 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 exactement, Julien, effectivement. C'est bien de remettre les choses au point. On juge pas la personne qui a acheté, on juge pas la personne qui a cru, on juge la personne qui utilise ça. Oui, parce que en fait, le truc, alors, on va mettre un peu de nuance. Il y a des gens qui sont profondément convaincus Oui, que il y ça en a aussi, ouais. fonctionne et ils veulent le transmettre à d'autres personnes parce que ça a fonctionné pour eux. Sauf Ouais, ils se sont pas rendus compte en fait que c'était surtout le fruit du passage à l'action. La ouais, visualisation, c'était un support, mais ils sont passés à l'action. Mais ils le transmettent pas parce qu'ils n'ont pas modélisé la manière de fonctionner. Mais il y a toute une partie, malgré tout, qui ont juste une visée commerciale et pécuniaire derrière, et ils en ont rien à taper de ce qui va se passer dans ta vie derrière. Ils s'en voilà. tamponnent, mais vraiment, royalement. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés sur Insta. C'est des publicités qui tournent et ils gagnent des centaines de milliers de dollars ou d'euros là-dessus. Et puis, ils font des séminaires, ils vendent des bouquins, ils vendent des programmes en ligne. Et ça, c'est pas correct. Pas le fait Exactement. de se faire beaucoup d'argent, on s'en fout. Regarde, si tu fais beaucoup d'argent, c'est très bien, tant mieux. Mais c'est de prendre les gens pour des cons et en fait de les mettre sur une voie où bah, ça va leur faire beaucoup plus de mal qu'autre chose. Ouais, certains te diront que tu es un jaloux, Julien. Eh ben, je suis peut-être un gros rageux, j'en sais rien, mais moi, perso, ça me dérange. Ouais, ouais, non, Beaucoup. mais je comprends, oui. Ça me dérange beaucoup. Je n'aime pas être pris pour un con, je n'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons. Et vraiment, quand je vois des gens vendre ce genre de solution, c'est comme, mais en fait, va te trouver un vrai travail. Va rendre service à l'humanité, fais quelque chose qui a du sens. Oui, mais j'aide les gens se sentent mieux quand ils viennent dans mon séminaire. Mais c'est bien. Mais c'est quoi les dégâts que tu fais derrière? Tu les déresponsabilises. Tu leur fais croire qu'il y a quelque chose qui va marcher qui ne marchera jamais s'ils ne Exact. passent pas à l'action. Et que Ouais, 90% des gens qui vont te suivre et qui vont payer ton séminaire, eh ben le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'énergie pour passer à l'action. Ils n'ont pas la structure, ni sociale, ni mentale, ni émotionnelle, de passer à l'action derrière. Fait que tu ne fais que blesser du monde. C'est tout ce que tu fais. ouais. Bref, c'est un autre sujet. Voilà, on va se Il est en calmer un colère, le peu, garçon. on va prendre une grande inspiration. On respire, on se recentre, tout va bien. Nous, on n'est pas dans un entre-deux, d'accord? On ne dit pas un peu des deux, tout dépend. Non, non, on assume clairement. Le Délulu, c'est un outil qui est neuroscientifiquement réel, d'accord? Qui ne vaut absolument rien s'il n'y a pas de discipline derrière. Et ça, on le sait, ça dérange. On a déjà fait un podcast sur le sujet, on t'invite à aller l'écouter. Si jamais tu l'as jamais écouté, cet épisode de podcast sur l'importance de la discipline. Et je sais que ça peut aussi déranger certains puristes de la psychologie qui trouvent qu'on prend trop au sérieux un mot qui est né sur un forum de fans. Et ça va certainement déranger aussi une partie de la communauté manifestation qui préférerait en fait qu'on s'arrête à Croisy et puis ça va venir tout Et seul. puis tu te la Bah tant fermes. pis. Ouais, c'est ça. Bah c'est ça. Fait que nous, on préfère te donner l'outil complet plutôt que la moitié qui va faire plaisir à tout le monde. Donc, pour trancher, c'est pas juste dans la tête, d'accord? C'est pas non plus dire que c'est pas sérieux. C'est sérieux, c'est juste le mot en lui-même qui est celui-là qui ressort en ce moment, qui est pas forcément celui que tu es obligé d'utiliser. Mais si tu combines les deux en même temps, ta visualisation de quelque chose, bien sûr qui est atteignable, hein, on s'entend que si c'est pas réaliste, bien évidemment tu restes dans la délusion, mais si ça reste réaliste, qu'il y a potentiellement un chemin qui peut t'y amener, même si le chemin peut être long, et que tu combines ça avec de vraies actions, un vrai passage à l'action, un vrai engagement, de vraies décisions, bah, dans ce cas-là, tu as tout un tas de choses qui vont se produire, et tu pourras toujours appeler ça de la chance, mais nous, on appellera ça du travail, de l'engagement, des efforts et de la discipline. Exactement, ouais, exactement. Donc toi qui nous écoutes, on va revenir à la vraie question qu'on avait posée, c'est comment on fait pour être des lulus sans se mentir à soi-même et comment on garde ce qui marche sans tomber dans le piège qu'on vient de décrire.
Donc, si on repart sur l'étude qui a été menée par la Cleveland Clinic, ok, on avait un process répété sur plusieurs semaines. Ici, c'est la même logique que tu dois appliquer à ta vie. Une répétition mentale qui est précise, couplée à une action réelle et surtout régulière. Et en fait, il existe une méthode en plusieurs étapes qui a été développée par la docteure Judy O. C'est une neuropsychologue clinique et médico-légale, professeure à Pepperdine. L'étape numéro 1, tu formules une vision précise de toi-même. Pas un vœu un peu flou, ouais, genre je veux réussir ou je veux être heureux. D'accord? Il faut une image concrète, détaillée et légèrement hors d'atteinte pour toi à la version que tu es aujourd'hui. D'accord? Donc assez ambitieuse pour te tirer vers l'avant, mais pas totalement délirante pour pas que ça devienne trop abstrait. D'accord? Il faut que ça reste connecté à qui tu es aujourd'hui. Par exemple, ça peut être une vision professionnelle, te voir porter un projet alors que tu n'as pas encore toutes les compétences pour le porter aujourd'hui, mais presque, tu vois, il ne te manque pas grand-chose. Ça peut être une vision relationnelle, te voir dans une relation où tu poses des limites clairement, alors qu'aujourd'hui, bah, tu dis oui parce que tu as peut-être peur de décevoir. Ça peut être en lien avec ta santé, te voir courir 10 km alors que tu cours à peine 2 km aujourd'hui. Le point commun, si tu veux, de toutes ces visualisations-là, c'est que c'est précis, c'est toi, ça te concerne, et c'est juste un cran au-dessus de ta réalité actuelle. D'accord? Pas à 10 crans ou 20 crans. Un critère qui est essentiel et qu'on n'a peut-être pas suffisamment mentionné jusqu'ici, c'est que cette vision, elle doit être vraiment la tienne. Faut pas que ce soit celle que tu as vue passer sur un compte Instagram, pas celle que tes parents auraient voulu pour toi, pas celle qui, elle est bien posée sur le papier, c'est joli, c'est propre, ça rentre dans les normes de la société. Si tu reprends l'exemple du tout début de l'épisode, la différence entre une croyance qui construit et une croyance qui fait que tu vas te perdre, eh ben ça commence souvent là. Est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi cette direction ou est-ce que tu l'as juste emprunté à quelqu'un d'autre sans te poser de questions parce que ça avait l'air d'être sympa sur le papier? Ouais. Et justement, l'erreur classique, et je la vois tout le temps autour de moi, d'accord, c'est que les gens, ils visent soit trop petit, un truc tellement raisonnable en fait que ça motive personne, soit ils visent quelque chose de tellement gros qu'au final, ça devient un poster de motivation qu'on regarde sans jamais toucher. Donc le bon dosage, c'est cet endroit confortable où tu te dis, ok, c'est jouable, mais ça va me demander malgré tout des efforts. Exactement, Samir, et un bon repère pour savoir si toi qui nous écoutes ou nous regardes, ta vision est au bon niveau. Si tu le dis à voix haute et que ça te fait rire nerveusement, style non mais n'importe quoi, jamais je réussirai ça, c'est probablement que tu as été un peu trop loin. Si elle te fait dire au contraire, ouais, ça a du sens, ça fait du sens, ok, mais je sais juste pas encore comment, c'est que là, t'es probablement pile au bon endroit. L'étape numéro 2, alors c'est là que tout va se jouer dans l'équation, c'est cette étape qui va faire toute la différence, c'est que tu vas ancrer cette vision à une action qui va être répétée chaque jour. Un geste concret, pas forcément courir 10 km tous les jours, mais une action, une petite action, un peu en mode Kaizen, je pose une petite action avec une vraie intention. D'accord? Un geste que tu vas pouvoir observer objectivement, que quelqu'un d'autre pourrait voir s'il était à côté de toi, et le principe qui est à retenir, et ça faut vraiment que tu le graves dans ta tête ou à l'intérieur de toi, où tu veux, c'est que sans cette étape, la croyance, elle va juste rester au stade de une pensée isolée qui construit, rien, à part une illusion. Ça peut faire bien Ouais, dans ta tête, mais dans ta vie, en fait, ça changera rien du tout. exactement. Et en fait, pour que ce soit hyper concret pour toi, qui nous écoute, si ta vision, c'est de te voir porter un projet plus gros au travail, l'action minuscule, c'est peut-être passer par exemple 10 minutes chaque matin à lire sur une compétence qui te manque. Si ta vision, c'est cette relation où tu poses tes limites, l'action minuscule, ça peut être juste d'apprendre à dire non une seule fois par semaine. Donc, tu vois, c'est vraiment de petites actions qui vont apporter de grands résultats sur le long terme. D'accord? Et surtout qui vont créer une habitude. Ça va muscler, en fait, un muscle qui va te permettre de faire ça beaucoup plus facilement sur le long terme. Donc, vraiment de garder un truc précis, petit, qui est faisable
et de le mettre en application. Je vais donner un autre exemple. Si ta vision, c'est de courir 10 kilomètres, bah, la plus petite action que tu peux mettre en place là maintenant, ça va être d'enfiler tes baskets et sortir courir 5 minutes. Même si tu n'as pas envie, même si tu penses qu'au final, ça sert à rien. Et ce que je dis là, je tombais moi-même dans cette dérive-là, Julien. C'est que avant, je me disais courir, sortir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça sert strictement à rien, ça va rien changer à ma vie. Et en me préparant pour mon premier demi-marathon, puis le deuxième, puis le troisième, bah, j'ai appris des nouvelles choses. Je me suis confronté à de nouvelles connaissances que j'avais pas avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces 15 minutes de course, ces 20 minutes de course quand tu peux pas le faire, ou que tu n'as pas envie de le faire, ou que tu n'as pas le temps, bah déjà c'est énorme. Ça te permet de muscler ton muscle de la discipline pour pouvoir garder cette habitude. Ça te permet aussi, en quelque sorte, de te forcer à faire les choses qui doivent être faites. Parce que c'est ça le truc, c'est que c'est désagréable. Tu dis j'ai pas le temps, mais tu le fais quand même. Et 15 minutes, au final, c'est rien. Et même ton corps, bah, il bénéficie, quoi qu'il arrive, des effets positifs. Donc vraiment, hein, toi qui nous écoutes, le geste, il doit être tellement petit que tu n'as plus réellement d'excuses pour ne pas le faire. Absolument. Je vais me répéter ici, un piège très fréquent, c'est de miser sur une action quelconque. Elle doit rester mesurable, précise et observable. Pas de allez, je vais essayer d'être plus discipliné. D'accord? Ça, c'est une intention qui est déguisée en action, mais ça fait rien du tout. C'est je fais telle chose aujourd'hui avant telle heure. Puis c'est un point, c'est tout. Là, il n'y a pas de négociation. Et il y a une troisième étape, en fait, qui va t'empêcher de te raconter des histoires sur toi-même pendant des mois sans t'en rendre compte. En fait, c'est un point réalité chaque semaine. À date fixe, pas quand tu y penses, d'accord, de façon totalement improvisée. Non, en fait, c'est tu le mets dans ton calendrier, tel jour, c'est ma petite réunion avec moi-même, un point réalité. Et là, tu te poses une question. Est-ce que l'action a eu lieu cette semaine, oui ou non? Ça, c'est la première question que je vais te poser. Et tu y réponds honnêtement, sans excuse, d'accord? Et ça peut être très très simple. Juste, tu vois, tu te le mets sur ton téléphone, sur ton calendrier, tu mets un rappel, peu importe. À chaque fois que tu t'assois pour manger, chaque lundi matin, à chaque fois que tu prends ton petit déjeuner, tu te prends ton petit carnet, d'accord? Et tu notes. Tu te poses la question et tu notes. La seule chose qui compte, c'est que tu respectes ton rendez-vous. C'est tout. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe si en faisant ce point réalité avec toi-même, tu te rends compte que tu as raté 3 jours sur 7, par exemple? Eh ben, tu fais un exorcisme, Julien. Il y a plus d'espoir. Non, Absolument. je plaisante, bien sûr. Non, non. Là, en fait, c'est éviter l'autoflagellation. D'accord? Parce que l'autoflagellation, c'est contre-productif. On n'est Les pas sur un. flageolets, ça fait péter. Et aussi, et ça pue, du coup, tu vois. Donc, en fait, on n'est pas dans un tribunal, d'accord? C'est OK. Juste, tu fais au mieux. Si tu l'as pas fait aujourd'hui, bah, tu le fais dès que tu y penses ou le lendemain. C'est pas un tribunal, d'accord? On va pas te demander des comptes. Tu notes juste factuellement ce qui s'est passé sans te juger. Et tu te poses une seule question derrière celle-ci, c'est est-ce que l'action, elle était trop grosse? Elle était peut-être mal placée dans ta journée? Ou est-ce que tu as juste traversé une semaine qui a été compliquée? Et c'est OK, d'accord? Donc, selon ta réponse, tu vas juste ajuster l'action et tu vas la rendre encore plus petite si besoin. Et tu la jettes pas à la poubelle, tu la gardes et tu réessaies. Tu vas y aller par essai-erreur. Le seul vrai échec dans cette méthode-là, ça sera juste d'arrêter de se poser la question à chaque semaine. Et même si tu oublies une semaine, c'est pas grave, tu le fais dès que tu y penses. Donc, tant que le rendez-vous, il a lieu, c'est pas un échec, d'accord? Tu es juste en train de continuer d'installer cette habitude. Alors, si tu devais retenir une seule chose de cette étape numéro 3, la régularité du rendez-vous compte plus que la perfection des résultats. Un point réalité fait chaque semaine. Même quand les nouvelles sont pas forcément bonnes, ça vaut mieux, infiniment mieux, que de repousser constamment la démarche. Donc en clair, on n'est plus juste en train de croire au sens passif du terme, on est en train de devenir petit à petit, preuve après preuve, et ça c'est très important pour le cerveau, la personne qu'on visualisait au départ. La croyance te sert de direction, là où l'action répétée va faire tout le travail. Et les deux ensemble, ça n'a plus rien à voir avec le fait de se raconter des histoires. Alors laisse-moi te parler d'une quatrième étape à cette méthode. En fait, on la garde à la toute fin de cet épisode volontairement
parce que c'est la plus importante des 4. Donc on va pas gâcher maintenant en la balançant entre 2 autres idées. Elle arrive pile poil quand il faut. Toi qui nous écoutes, en début de ce podcast, on t'a posé une question et on l'a laissé volontairement sans réponse pendant tout ce temps. On t'a un peu fait chier tout le long du podcast à te dire reste avec nous, attends 2 secondes. D'accord. Bah, on Pars va y pas tout de répondre suite, on a un là truc à te maintenant. montrer. Exactement. Oh, les dépendants affectifs, Julien. Ne nous abandonne pas, C'est ça. Reste avec nous. Donc, aime-nous. la question, c'était se raconter des histoires. Est-ce que ça sauve ou est-ce que ça perd? La réponse, maintenant qu'on a fait tout ce chemin-là ensemble, et merci à toi d'être resté avec nous, bah, elle tient en une phrase. Et elle est très très simple. Ça sauve quand cette croyance elle est suivie d'une action et a un vrai contact avec le réel. Et ça perd quand cette croyance, elle reste juste dans ta tête et ça tourne en rond comme une roue de hamster, jour après jour, sans jamais poser de réelle action. Et pense à la question qu'on t'a posée au début de l'épisode, d'accord? Repose-toi cette question maintenant. Avec tout ce qu'on vient de te dire là, est-ce que cette croyance-là, elle était branchée à quelque chose de réel ou est-ce qu'elle tournait toute seule dans le vide? Toi, tu as sûrement déjà ta réponse. Nous, on te laisse soit la garder pour toi, soit la noter en commentaire. Bon, j'ai quand même annoncé qu'il y avait une 4e étape. Oh, Donc, si tu devais retenir un seul outil de tout cet épisode, un seul, c'est celui-là. La question à te poser à chaque fois qu'une peur te bloque, c'est et si ça marchait? Au lieu de est-ce que ça va marcher? Pas pourquoi ça marcherait jamais avec ma chance? Juste et si ça marchait? Et la raison pour laquelle cette question qui est si simple fonctionne aussi bien, c'est parce que ton cerveau anticipe ce qu'il se met à imaginer. Alors cette seule petite question, posée sincèrement, déplace en fait ton attention. Elle te sort de la peur, là où elle est coincée depuis le début, et ça la remet tranquillement sur la route des possibilités. Donc, si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans un moment qu'on a raconté, le mieux que tu puisses faire là maintenant, tout de suite, c'est de nous suivre si t'es pas déjà abonné, c'est de partager à quelqu'un qui a besoin à ce moment précis de remettre un petit peu d'ordre dans sa vision des choses. Et puis, tu likes et tu commentes, parce que ça nous aide énormément à faire vivre le podcast, et surtout, ça aide les autres personnes à nous trouver et à se nourrir de tous ces éléments qu'on te partage depuis tant d'années maintenant. Et encore une fois, si tu prends juste 30 secondes pour nous laisser un avis, un petit commentaire, sincèrement, sache que ça compte plus que tu l'imagines. Et c'est aussi ce qui fait qu'un épisode comme celui-ci, il va remonter jusqu'à quelqu'un qui en a vraiment besoin, mais qui ne nous connaît pas encore. Et maintenant, avant de te laisser, on va t'annoncer le prochain sujet. On va te parler d'un sujet. Il va te secouer un peu. Check. C'est un sujet qui est dans l'air du temps. On va parler de la psychose de l'intelligence artificielle. Donc merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. On va se retrouver très vite pour la suite. On va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit Dis à la prochaine.